J'ai le plaisir d'être accompagné avec deux experts Sage, André Dumas et Claudine Rodier. Alors avant de commencer, on va établir quelques bonnes pratiques là, pour ce webinaire. Il va durer 1 heure, on va essayer de ne pas dépasser. À midi, ça sera terminé. Le webinaire sera enregistré, donc vous pouvez retrouver le replay et vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Isociel. On vous enverra aussi le support de présentation de ce webinaire à la fin. Comme je vous disais, on est un peu plus d'une cinquantaine. Alors, si vous pouvez couper tous vos micros et vos caméras, ça nous permettra aussi de pouvoir diffuser le webinaire sur la chaîne YouTube. Sinon, il faudra demander l'autorisation à chacun. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et on passera un petit moment pour y répondre. On réservera un petit moment pour y répondre à la fin. Allez, on va commencer. Je laisse la parole à André sur ce webinaire. Très bien, merci Guillaume, bonjour à tous. Alors, au programme de ce webinaire, donc deux parties. Une première sur la modernisation des états financiers, avec donc ce nouveau règlement donné par l'ANC. Et puis ensuite, on aura donc une partie sur la facture électronique. Donc là, on fera quelques rappels et on verra quels sont les outils Sage à votre disposition pour optimiser le passage de cette réforme. Alors, sur le premier point, l'ANC 2025, donc ANC pour Autorité des normes comptables, qui donne en fait le format de publication des comptes. Donc, un nouveau règlement qui s'appelle le Règlement de modernisation des états financiers a été publié au Journal officiel donc en décembre 2023. Donc, cette publication fait que ce règlement est applicable à toutes les entreprises. Pour ce qui concerne la date d'application, donc là, le règlement va s'appliquer à tous les exercices ouverts au 1er janvier 2025. C'est-à-dire que si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, vous êtes impacté dès le 1er janvier. Par contre, une entreprise qui clôturerait en cours d'exercice, par exemple au 31 mars, elle ne serait concernée qu'à partir du 1er avril 2025. Alors, les objectifs de ce nouveau règlement, avant tout, faciliter la digitalisation des comptes annuels des entreprises, c'est-à-dire en fait permettre un passage plus aisé de la balance des comptes à la présentation des états financiers. Cette réforme embarque de nouvelles présentations de comptes et un nouveau plan comptable. Et puis, le but également de la réforme est de simplifier les modèles pour faciliter les comparaisons entre entreprises. Les différentes propositions de présentation des comptes ne rendaient pas aisées ces comparaisons, notamment à l'international. Alors, différents changements au niveau de cette réforme. Donc là, je vais passer très vite parce que je vais reprendre en détail chacun des 5 points de cette réforme. Alors, le premier point, c'est la suppression des transferts de charges. Donc, le transfert de charges, c'est une technique comptable qui est difficile à analyser. Donc, il a été décidé que cette technique serait supprimée. Donc là, pour vous, ce sont de nouvelles habitudes métiers à intégrer. Il faut anticiper l'analyse et la comparaison du compte de résultat entre un exercice qui utilisait le compte 791 et de nouveaux exercices qui ne l'utiliseront plus. Et puis, il sera nécessaire d'expliquer les écarts significatifs au niveau de l'annexe. Alors, pour exemple, euh, on utilisait le compte 791 par transfert de charges lorsqu'on percevait des indemnités d'assurance. Donc, le compte 791 est supprimé au profit de comptes qui vont détailler en fait les différentes indemnités. Et pour ce qui est des indemnités d'assurance, on a bien un nouveau compte qui est le 7587. Alors, autre élément de la réforme, une réforme complète du résultat exceptionnel. Donc, aujourd'hui, on trouvait dans le résultat exceptionnel des entreprises peut-être trop d'éléments. La nouvelle approche du résultat exceptionnel est extrêmement restrictive, c'est-à-dire que vous ne pourrez inscrire en résultat exceptionnel que des événements majeurs
au niveau de l'entreprise. Donc là, ce sont encore de nouvelles habitudes métiers à intégrer et lorsque vous allez malgré tout inscrire des éléments au niveau du résultat exceptionnel, vous aurez l'obligation de détailler dans l'annexe les éléments qui ont été inscrits. Alors, ça sous-entend des suppressions de comptes au profit de nouveaux comptes et un exemple qui devrait parler à tout le monde, qui concerne les immobilisations. Les comptes 775 et 675 sont supprimés au profit de nouveaux comptes. Et là, on voit bien que le compte 775 est supprimé au profit d'un compte 757. Donc, le compte 775 initialement impactait le résultat exceptionnel. Donc, à ce jour, on aura bien un impact au niveau du résultat d'exploitation. Alors, autre élément de la réforme et peut-être le plus impactant pour vous dans un premier temps, c'est une modification du plan comptable. Jusqu'à présent, on avait donc différentes présentations du plan comptable. On avait le système de base, le système abrégé, le système développé. Donc, on oublie ces différentes présentations au profit d'un plan comptable unifié qui intègre une notion de compte obligatoire et de compte facultatif. Donc ici, pour vous, il sera nécessaire de créer les nouveaux comptes, de mettre en sommeil les comptes qui n'existent plus dans ce nouveau plan comptable et peut-être de faire des réimputations de vos à nouveau. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu en détail plus loin. Alors, quelques informations d'ordre quantitatif. Donc, ce sont à peu près 65 nouveaux comptes dans le plan comptable, 223 comptes qui sont supprimés et on a également des comptes qui sont modifiés, hein, pour lesquels les libellés ont été modifiés. Donc là, on parle d'une centaine de comptes qui sont modifiés. Alors, le point suivant, c'est une modernisation des états financiers. Donc là, on avait plusieurs présentations possibles au niveau des états financiers. Donc là, sont conservés en fait deux modèles de bilan et de compte de résultat. Donc un compte, un bilan donc en tableau avant répartition et un compte de résultat en liste. Et ces nouvelles présentations d'états financiers, bien sûr, permettront de faciliter la comparaison entre les sociétés et bien évidemment la compréhension des données. Donc ici, on va vers une simplification des états préparatoires. Donc ça comprend bien évidemment l'alias fiscal, mais également les états de la plaquette. Donc on aura une nouvelle liasse fiscale au format EDI millésime 2026 qui permettra donc de déclarer les exercices 2025. Et puis, modification de l'annexe, je vous en ai déjà parlé un petit peu, hein, donc avec l'obligation de détailler les éléments dans l'annexe du résultat exceptionnel. Donc ici, encore une fois, cette modification de l'annexe tente à homogénéiser la présentation et les informations. Alors, on va avoir de nouveaux tableaux, hein, notamment des tableaux de flux de trésorerie, bien sûr, de nouveaux modèles de tableaux de financement. Et on a des informations qui seront obligatoires, toujours selon le type d'entreprise et la taille d'entreprise. Avec ça, donc, on a vu les principaux changements de cette réforme qui vous impactent tous. Et on va aller voir un petit peu plus en détail ici les étapes que vous devez réaliser pour vous approprier en fait les éléments de cette réforme. Donc là, on propose une mise à jour des applications. Donc, nous avons sorti 700 version 11 au mois de novembre 2024 et cette version embarque un assistant de modernisation des états financiers. Donc ça, je vous en parle un petit peu après. Donc ici, il va être nécessaire au niveau de sa comptabilité d'actualiser le plan comptable, hein, c'était le premier élément que je vous indiquais, et puis peut-être d'adapter certains schémas comptables. Donc il est possible que certaines écritures soient importées dans votre comptabilité, notamment les OD de paye, et on sait que parfois dans le schéma des OD de paye, on retrouvait le compte transfert de charges,
Ce compte n'existant plus, il sera nécessaire d'adapter en fait l'OD de paye pour qu'elle soit conforme à ce nouveau plan comptable. C'est le cas également des utilisateurs de 700 immobilisation. Hein, je vous l'ai dit, les comptes 675, 775 n'existant plus, il faudra modifier les fiches immobilisation de chacune, le plan comptable des fiches immobilisation pour avoir la conformité. Peut-être aurez-vous également à retraiter vos reports à nouveau. Donc ça, c'est pareil, je vous en parle un tout petit peu après. Et ce qu'on conseille, c'est de mettre en sommeil les anciens comptes. Alors, on ne peut pas les supprimer, hein, les comptes qui ne sont plus utilisés, parce qu'ils sont utilisés sur certains exercices. Par contre, le conseil, c'est de les mettre en sommeil pour ne plus les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous aider au niveau de cette réforme? Donc, je vous l'ai dit, la version 11, disponible depuis le mois de novembre, qui propose un assistant de mise en conformité. Donc, on en a profité pour adapter les jeux d'essai que l'on propose. Et on propose également dans cette version une présentation du bilan, du compte de résultat et des soldes intermédiaires de gestion ajustés à cette nouvelle norme. Pour BI Reporting, si vous êtes utilisateur, on proposait des présentations d'états. Donc là, on n'a pas souhaité en fait supprimer les états anciennes présentations. Par contre, on vous propose de nouveaux modèles en adéquation avec la réforme. Alors, si parmi vous, il y a des utilisateurs de l'application Sage États comptables et fiscaux, donc là, on va vous dire que vous allez tranquillement faire vos liasses fiscales qui concernent au millésime 2025. Donc le millésime 2025 est le dernier millésime avant la réforme. Il vous permet de déclarer vos exercices 2024. Donc là, on va vous mettre à disposition bien évidemment ce millésime et on ne va rien changer pour le moment. Par contre, dès que la campagne fiscale sera terminée, on va dire mi-mai à peu près, nous vous proposerons une nouvelle version d'états comptables et fiscaux qui embarquera les nouveautés de la réforme, hein, donc notamment de nouveaux états pour les plaquettes et bien évidemment un aperçu en fait d'une nouvelle liasse fiscale. Et puis enfin, là, nous serons avec le millésime 2026, donc nous serons, on va dire, début 2026. Eh bien, à ce moment-là, on aura bien l'alias fiscal EDI actualisé avec les nouveaux formats. Alors, je reviens sur l'assistant de modernisation des états financiers. Donc, c'est un outil que vous allez trouver disponible dans les versions 11, qui peut se déclencher depuis la liste des comptes généraux. Et cet outil peut être utilisé à plusieurs moments au niveau enfin, la mise en place va se faire progressivement. On va dire qu'à l'ouverture d'un exercice, ou maintenant, hein, puisque votre nouvel exercice est peut-être déjà ouvert, on va vous proposer via l'assistant de créer automatiquement les nouveaux comptes. Ensuite, lorsque vous aurez terminé les saisies de l'exercice N-1, hein, donc de l'année 2024, on vous proposera automatiquement de mettre en sommeil, dans un premier temps, les comptes de charges et de produits qui ne seront plus utilisés sur l'exercice 2025. Et puis, vous allez générer vos à nouveau définitifs. Et à ce moment-là, vous allez peut-être, parmi vos à nouveau, avoir des comptes qui sont supprimés dans le cadre de la réforme. Donc là, il va vous falloir passer des OD pour régulariser en fait l'utilisation des comptes, hein, puisque certains comptes seront au sommeil. Donc là, une fois que vous aurez passé les régules au niveau de vos OD, on vous proposera de mettre en sommeil les comptes de bilan qui sont supprimés. Et puis, cet assistant vous permet également de mettre à jour les états, bilans, comptes de résultats, soldes intermédiaires de gestion disponibles au niveau de cette comptabilité. Alors ici, quelques captures d'écran de cet assistant. Donc cet assistant a plusieurs fonctions. La première qui est de mettre à jour le plan comptable. Lorsque vous déclenchez la mise à jour du plan comptable, vous aurez ici la liste des nouveaux comptes proposés.
Et par défaut, tous ces comptes seront sélectionnés et vous pourrez les créer automatiquement. Alors, on s'adaptera bien, hein, à la longueur de vos comptes. Si votre plan comptable est sur 8 caractères, les nouveaux comptes auront 8 caractères. Ça se fait de façon dynamique. En sachant que vous n'aurez pas l'obligation de créer tous les nouveaux comptes, hein. Si certains comptes ne vous intéressent pas, vous allez pouvoir les décocher. Pour ce qui est de la mise en sommeil des comptes. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que on va vous proposer la liste de tous les comptes qui sont supprimés, donc à mettre en sommeil. Mais sur cette liste, vous aurez un filtre qui vous permettra de les voir tous, de voir ceux qui ne sont pas soldés ou de voir ceux qui sont soldés. Et par défaut, s'il y a des comptes qui ne sont pas soldés, donc parce que j'ai eu des reports à nouveau sur ces comptes-là, on ne proposera pas la mise en sommeil. Donc cette liste ici de comptes non soldés vous permettra de savoir sur quel compte vous devez ajuster les reports à nouveau. Hein, par exemple, le compte 2131 bâtiment n'existe plus dans le nouveau plan comptable. Donc là, vous allez passer une OD pour le solder avec le nouveau compte adéquat. Et ensuite, vous relancerez l'assistant pour pouvoir mettre en sommeil ce compte. Voilà, donc ici, concernant cette réforme, la présentation va vous être envoyée. Donc, vous aurez ici un lien qui vous emmènera vers le blog Sage, qui vous donne des informations très détaillées et précises sur cette réforme. Et vous avez également ici un lien vers le site de l'ANC, sur lequel on retrouve le règlement qui détaille en fait cette réforme. Voilà, donc là, j'en ai terminé avec cette première partie. Alors, il y a une Donc, question, André, je me permets de te couper. Il bien y a une sûr, demande, est-ce qu'il y a une réaffectation automatique? non, la réimputation, on laisse en fait chaque utilisateur choisir le compte adéquat. La réimputation n'est pas automatique. Ce qui est automatique, c'est le repérage des comptes sur lesquels je dois faire une imputation, une nouvelle imputation, mais pas le passage de cette OD. Il faut passer l'OD. Alors, y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut continuer et avancer sur le second Très sujet. bien. Donc là, on va enchaîner avec le deuxième sujet, la facture électronique. Donc la facture électronique, hein, ça peut paraître loin, mais c'est pas loin du tout, au vu de tout ce qu'il y a à faire pour être conforme avec ce règlement. Alors, je commence ici par une petite définition. C'est quoi une facture électronique? Alors, une facture électronique, c'est une facture qui est dans un format précis. Donc là, dans le cadre de la réforme, 3 formats sont possibles. Je vais vous les détailler un petit peu après. Et outre le fait que ma facture doit être dans un format précis, cette facture doit passer obligatoirement par une plateforme. Et les plateformes, ce sont ce qu'on appelle les PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. Donc ici, lorsqu'on sera dans le cadre des factures électroniques, vous n'enverrez plus directement les factures à vos clients. Vos factures seront transmises via des plateformes. Alors, l'essentiel ici sur la facture électronique. Donc, on sait que c'est une réforme fiscale. Alors, il y a plusieurs objectifs annoncés par le gouvernement. On sait quand même que le principal objectif est de lutter contre la fraude à la TVA. Attention, cette réforme va concerner tous les assujettis à la TVA, y compris les non-redevables, hein. Donc, toute entité soumise à TVA est impactée par la réforme. On a un calendrier d'application en plusieurs étapes. Je vais vous le détailler un petit peu après. Je vous l'ai dit précédemment, de nouveaux formats obligatoires au niveau des factures. Donc, on a des formats Facture X, des formats C2I et des formats UBL. Ça, j'ai envie de vous dire, peu importe, votre application 700 sera bien dans un format attendu par la réforme. On parle de nouveaux circuits, hein. Donc ici, je vous l'ai dit, s'il s'agit d'une facture électronique, on ne l'enverra plus directement au client. Donc là, on va avoir de nouveaux acteurs, notamment donc les PDP. Donc là, j'y reviens un petit peu après également. Alors, pour vous, la mise en place de cette réforme implique des changements
quant à la transmission des factures, on vient de l'évoquer, mais implique également de nouvelles obligations fiscales qui sont en fait des flux que vous allez devoir transmettre à l'administration fiscale. Donc on a deux types de flux. On a les flux e-invoicing. Donc un flux e-invoicing, c'est tout simplement un flux de facture. Donc là, lorsque je vais transmettre une facture électronique, ce flux e-invoicing aura deux destinataires. D'une part, le client à travers une plateforme et d'autre part, l'administration fiscale également à travers une plateforme. Alors, les factures électroniques ne concernent pas tous vos clients. Donc, vous allez devoir faire des factures électroniques dans le cadre du B2B. Donc là, c'est je facture une autre entreprise ou dans le cadre du B2G. Donc, c'est je facture une collectivité publique. Cette obligation pour les collectivités publiques de dématérialiser, vous l'avez déjà à travers le portail Chorus Pro. Si vous faites des factures à des particuliers, pas de changement. Vous allez continuer de faire des factures comme vous le faites aujourd'hui. Donc, on parle ici de B2C. Et pour ce qui est du B2B international, c'est la même chose. Donc, j'envoie une facture à un client à l'étranger. Je n'ai pas de facture électronique. Alors, je vous l'ai dit, deux types de flux. Donc, les flux e-invoicing et les flux e-reporting. Et les flux e-reporting, en fait, concernent tout ce qui n'est pas impacté par la facture électronique. Donc, au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de ces flux e-invoicing et e-reporting va permettre un pré-remplissage de la déclaration de TVA. Et si on n'envoyait que les factures électroniques, eh bien la déclaration de TVA serait très incomplète. Donc ici, elle sera complète grâce au flux e-reporting qui va concerner en fait les transactions B2C, je facture un particulier ou je facture une société à l'étranger. Également, si vous êtes en TVA sur les encaissements, donc on sait que le fait générateur d'exigibilité de la TVA n'est pas n'est pas la date de la facture, mais la date d'encaissement. Donc là, il faudra bien informer l'administration fiscale des encaissements de factures. Et ici, l'ensemble de ces flux, en fait, permettront un pré-remplissage donc, de vos déclarations de TVA. Et demain, qu'est-ce qui va changer pour vous? Quand vous allez vous connecter sur le site impôt.gouv pour faire votre déclaration de TVA, cette déclaration sera déjà pré-remplie, un peu comme aujourd'hui, lorsqu'on déclare nos revenus à titre personnel. Donc là, il faudra contrôler ces données et valider les déclarations de TVA. À ce jour, pour le moment, vous n'êtes pas dispensé de vos déclarations de TVA. Il faudra malgré tout les valider. Alors, ici, au niveau de ces flux, vous avez un récapitulatif, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ce petit tableau vous permet de savoir dans quel cas vous faites des factures électroniques, donc des flux e-invoicing, et dans quel cas vous faites des flux e-reporting. Alors, petite précision, concernant les flux e-invoicing, qui sont des flux de facture, eh bien, je vais avoir un flux à chaque facture. Par contre, pour ce qui est des flux e-reporting, on va avoir des flux qui auront plutôt des périodicités de décades, tous les 10 jours, si vous êtes au niveau de la déclaration de TVA sur un format réel, en fait, un format pas simplifié. Si vous êtes sur des déclarations de TVA mensuelles, vous aurez 3 flux e-reporting à faire en amont des déclarations de TVA. Tous les 10 jours, vous aurez un flux qui va regrouper en fait les encaissements et les factures destinées à des particuliers ou à des sociétés étrangères. Alors, je reviens un petit peu sur le calendrier qui nous est donné par la DGFiP. Alors, ce calendrier avait changé. Il est maintenant définitif. Et on voit donc, on va dire, deux dates, septembre 2026, septembre 2027. Donc, la première date, septembre 2026, impacte toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Les grandes entreprises, les ETI, les PME, les TPE.
Toutes les entreprises sont impactées quant à la réception des factures. À compter de cette date, vous êtes dans l'obligation de savoir réceptionner une facture électronique. Par contre, pour ce qui est de l'émission, que ce soit les flux e-invoicing ou e-reporting, celles qui vont démarrer les premières sont les grandes entreprises, les ETI, et les PME, TPE, elles, auront cette obligation en septembre 2027. Alors, quand on dit septembre 2027, c'est vraiment la date limite. Rien n'empêche une TPE de démarrer l'émission de facture électronique dès septembre 2026. Et parmi ces entreprises, les PME, TPE, certaines y seront même obligées. On va trouver en fait probablement parmi les clients des clients dits donneurs d'ordre. Par exemple, des clients qui vous diront, eh bien moi je suis passé à la facture électronique, j'attends la même chose que de vous. Donc ici, peut-être que à cause de ces donneurs d'ordre, vous serez obligé d'anticiper l'émission des factures électroniques. Voilà, donc ça c'était le nouveau calendrier. Alors, cette réforme implique de nouveaux usages, de nouveaux enjeux. Alors ici, pour que vous compreniez en fait comment vont circuler vos factures, un petit schéma qui va vous l'expliquer. Alors, sachez que avant que je vous montre ce schéma, assez rapidement, vous allez avoir l'obligation de choisir une plateforme, hein, donc une PDP, par laquelle vous allez émettre vos factures et réceptionner les factures fournisseurs. Alors, sachez, pour votre information, que Sedge et PDP, hein, on a plusieurs entreprises qui se sont portées candidats, et donc Sedge a été retenu comme étant une plateforme de dématérialisation partenaire. Et ici, j'ai envie de vous dire, bonne nouvelle, avec les applications Sedge, ce sera embarqué nativement. C'est-à-dire que si vous choisissez la plateforme Sedge, tout sera disponible directement dans vos applications, hein, que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale. Vous aurez automatiquement, en fait, la possibilité via ce qu'on appelle Sedge Connect chez Sedge d'envoyer vos factures et de réceptionner vos factures. Et une précision qui a son importance, Sedge a choisi en fait de proposer ce service gratuitement à tous ses clients. Hein, donc demain, vous êtes avec une application Sedge à jour, euh, vous avez automatiquement la facture électronique intégrée dans vos contrats. Alors, pour comprendre ici, en fait, on a l'entreprise A qui est le vendeur, l'entreprise B qui est l'acheteur. Donc, l'entreprise A choisi la PDP 1. L'entreprise B, l'acheteur, a choisi la PDP 2. Alors, comment ça va se passer? Donc ici, l'entreprise A, elle est équipée par exemple de 700 gestion commerciale. Elle transmet une facture à une autre entreprise en France. Donc ici, sa facture va partir sur sa plateforme, par exemple la PDP Sedge. Et sa plateforme va aller interroger ce qu'on appelle le portail public de facturation. Donc ça, c'est un portail qui est géré par l'État, mais qui n'est pas un portail que vous pouvez choisir pour transmettre les factures électroniques. Ce portail, il est là essentiellement pour alimenter l'administration fiscale des différents flux. Donc là, sur ce portail, on va trouver également un annuaire, l'annuaire des entreprises. Et dans cet annuaire, on saura en fait quel est le portail choisi par chaque société. C'est pour ça qu'à un moment, on va vous demander de choisir votre portail et ces données, ce choix sera inscrit au niveau de l'annuaire. Donc là, ma PDP1, elle va aller interroger l'annuaire qui est sur le portail public de facturation. Elle récupérera l'information que son client B a choisi la PDP2 et elle transmettra la facture à la PDP du client. Et le client ira sur sa PDP récupérer sa facture. Alors, dans Sedge, pas d'inquiétude, on aura directement dans les applications une bannette de réception
et d'émission de factures et on verra instantanément en fait quelles sont les factures qui nous ont été adressées et on pourra même à partir de cette bannette comptabiliser les factures. Alors, une fois que ma facture a été transmise à ma PDP, j'ai également le flux qui est transmis au portail public de facturation. Donc ici, un flux e-invoicing, il a deux destinataires, la PDP du client, le portail public de facturation. Et pourquoi est-ce que les informations sont transmises au portail public de facturation? Eh bien, tout simplement pour que ce portail puisse les transmettre à l'administration fiscale et que le pré-remplissage de vos déclarations de TVA soit effectué. Voilà, donc ici, on ne transmet plus la facture à l'acheteur, on la transmet à sa plateforme qui se charge de la transférer à la plateforme de l'acheteur. Et également, petite information, à aucun moment, vous ne saurez quelle est la plateforme choisie par votre client. Ce n'est pas votre problème, c'est une information qui peut même être confidentielle. Vous ne serez pas informé, mais votre PDP saura bien rediriger la facture vers la plateforme du client. Alors André, on a des clients qui sont équipés Sage Gestion commerciale. Je pense que c'est la majeure partie des clients. Par contre, Oui. certains utilisent la gestion commerciale aussi pour la facturation. D'autres ont des outils spécifiques en fonction de leur activité. Donc il y a une question sur le chat. Comment ça va fonctionner pour les entreprises qui aujourd'hui utilisent un logiciel de facturation spécifique qui, lui, n'aura pas de PDP? Alors, il faut s'assurer en fait que déjà cette application de facturation répond bien à la facture électronique et même avec une autre solution que Sage, il est possible en fait de choisir Sage comme étant sa PDP. Donc bien évidemment que ce ne seront pas que les clients qui utilisent Sage qui pourront nous choisir comme étant la plateforme de dématérialisation. Le PDP Sales sera ouvert en fait à tout type de solution pour envoyer et recevoir les factures. Exactement. Alors, autre élément de cette réforme, donc ça, ce sont des informations complémentaires que vous allez avoir en temps réel dans vos solutions Sage. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les statuts. Donc là, dans le cadre de la réforme, il est prévu en fait que soit adossé aux factures des statuts. Donc dans le cadre de la réforme, on a 4 statuts obligatoires: déposer, rejeter, encaisser, refuser. Et on a 10 statuts recommandés. C'est ceux qui sont ici sur fond vert, par exemple émis par la plateforme, pris en charge. Donc ça, ce sont des statuts dits facultatifs. Sachez que Sage a choisi de gérer les 14 statuts de la réforme. Et en temps réel, dans vos solutions, que ce soit la gestion commerciale, que ce soit Batigest Connect, Sage Automatisation Comptable, la comptabilité, les moyens de paiement, vous aurez l'information du statut de chacune des factures. Alors, je prends un petit exemple pour que vous compreniez en fait l'intérêt ici des statuts. Je suis dans ma gestion commerciale. C'est l'outil qui me permet de facturer mes clients. J'envoie une facture à un client. Donc je l'envoie, vous avez compris, maintenant je l'envoie à ma plateforme qui se chargera de l'envoyer à la plateforme du client. Donc là, dès que la facture aura été euh, émise par la gestion commerciale, elle prendra le statut déposé. Donc là, déposé, ça veut dire la facture est bien arrivée sur ma plateforme. Ensuite, ma plateforme, en cherchant dans l'annuaire, pourra retrouver la plateforme du client et ma plateforme va émettre la facture vers la plateforme du client. Donc vous saurez à quel moment ma plateforme l'a émise. Ensuite, on saura à quel moment la plateforme du client a reçu la facture. Et enfin, on saura que cette facture est mise à disposition. Alors, il peut arriver ici que les factures soient rejetées. Donc là, quand on parle de rejet, c'est un rejet technique. Par exemple, vous avez mal renseigné le SIRET dans la fiche du client. La facture ne peut pas retrouver en fait le destinataire, donc la plateforme du destinataire. Là, j'ai un rejet technique de la facture. Donc sur cette partie information au niveau des fiches tiers, je vais y revenir un petit peu après.
Alors, une fois que la facture aura pris le statut mis à disposition, on saura à quel moment le client l'a prise en charge. Et puis, le client peut vous dire, bah, votre facture doit être complétée. Par exemple, quand vous envoyez une facture, le client vous demande automatiquement un certificat de garantie, hein, puisque aux factures électroniques pourront être ajoutées en fait des pièces jointes, hein, d'autres fichiers. Et si le fichier n'a pas été joint, le client pourra vous dire, bah, la facture est à compléter. Il pourra la suspendre, il peut la mettre en litige. Il peut l'approuver partiellement, il peut la refuser. Hein, il y avait une erreur de Siret, la facture ne lui était pas destinée. La facture, on saura à quel moment le paiement est transmis et on saura à quel moment la facture a été encaissée. Alors, pourquoi ces statuts seront importants pour vous? Ça va vous donner des informations très tôt au niveau des factures. Donc aujourd'hui, euh, vous vous inquiétez du fait qu'un client ait bien réceptionné sa facture lorsque la date d'échéance est dépassée et que vous entreprenez en fait une relance pour le client. Mais on est déjà tard au niveau de la facture, vous avez déjà un retard de règlement. Donc là, ayant les informations bien en amont au niveau de vos solutions. Par exemple, si vous voyez qu'une facture reste très longtemps avec le statut mise à disposition, ça vous indique que le client n'a pas récupéré sa facture. Donc là, vous pouvez enfin, faire une action, hein, appeler le client en lui disant, bah, écoutez, je vous ai envoyé une facture, elle est à votre disposition, vous ne l'avez pas prise en charge. Voilà, donc ici, hein, le fait d'avoir les informations en amont devrait permettre de réduire les délais de règlement, au moins ceux qui étaient inhérents à la non-réception ou à la mauvaise réception des factures. Alors, je vous l'ai dit, Sage et PDP, et notre plateforme de dématérialisation s'appelle Sage Network, et on a une application dans Sage Network qui s'appelle Sage Connect. En fait, ça, c'est l'outil, hein, que vous allez utiliser dans vos solutions, Sage Connect, qui vous permettra, hein, donc de visualiser et de transférer vos factures. Alors, sachez que on va avancer au niveau de nos solutions et on va proposer également, au niveau de toutes les solutions Sage 100, et autres, hein, pas que Sage 100 d'ailleurs, de l'intelligence artificielle. Et ce qui a été retenu, c'est Sage Copilot. Voilà, donc là, cette intelligence artificielle nous permettra à la fois dans les solutions et sur le Sage Network d'apporter des contrôles supplémentaires au niveau des factures. Et puis, nous proposerons également des services complémentaires au niveau de Sage Network. Mais là, il est un petit peu tôt pour vous en parler. Voilà, donc là, j'en ai terminé avec les rappels de la facture électronique. Je vais accélérer un peu parce que je vois que le temps file. Alors, ici, j'ai envie de vous dire, l'AV11, c'est une phase d'anticipation. Donc, je pense que vous avez compris pourquoi il est important de bien paramétrer sa société, hein. Donc, on a de nouveaux éléments à paramétrer dans les sociétés et notamment au niveau des fiches de tiers, il va y avoir des informations obligatoires. Alors, on a actualisé avec ces versions de nouveaux champs, hein. Donc, vous allez trouver de nouveaux champs au niveau de vos fiches tiers, notamment, hein, pour les tiers, le type d'assujettissement. Je vais vous montrer ça un petit peu après. Alors, ce qu'on propose également au niveau de la V11, ce sont deux outils. Un premier outil qui s'appelle la recherche SIRET, qui me permet en fait de récupérer de manière complètement automatique le SIRET de mes clients ou de mes fournisseurs, hein. Ça va être important aussi, on ne parle pas que des clients, hein. Les fournisseurs doivent bien avoir un numéro de SIRET pour réceptionner correctement les factures au sein des applications. Et puis, également, un autre élément qui va être important, c'est l'identifiant de TVA. Donc là, on a un deuxième outil qui va permettre de récupérer automatiquement les identifiants de TVA. Alors, pour résumer, avec la V11, si je n'ai que la V11, j'aurai bien les deux API, SIRET et VIES pour le numéro intracommunautaire de TVA. Par contre, lorsque je réceptionnerai les factures au sein de mes applications,
Si je n'ai que la V11, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, on aura une imputation comptable manuelle et un rapprochement manuel des documents d'achat avec la GESCOM. Alors, pour vous aider à avoir des sociétés qui comportent les bonnes données, et notamment au niveau des fiches tiers, on vous propose une option qui s'appelle Sage Data Clean and Control. Donc, cette option, elle permet de faire le contrôle automatique des données obligatoires. Elle va donc fiabiliser les flux. Voilà, je m'assure que le SIRET du client est OK. Et elle va sécuriser donc la capacité de facturation émise et reçue et elle pourra apporter des actions correctives. Donc cette option, elle est même disponible depuis la V10. Elle vous servira en permanence, hein, dès que vous allez créer un nouveau tiers, elle vous permettra de le contrôler automatiquement. Alors, le mieux, c'est certainement que je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai ouvert ma comptabilité. Je pense que tout le monde voit mon écran. Alors, cet assistant, en fait, est disponible notamment au niveau du plan tiers. Et le fait d'avoir l'option SDCC permet en fait de rajouter au niveau de la liste des tiers, alors que ce soit en compta ou en GESCOM, deux colonne, une colonne statut facture électronique et une colonne motif facture électronique. Alors, je vais vous en parler tout de suite après. Là, je vous fais juste une petite démonstration sur l'API SIRET, par exemple. Donc là, je vais créer un nouveau client. Voilà, c'est la société AGL Building. Donc ici, bah, je ne peux donner que le nom de la société. Et là, directement dans l'application, vous avez un petit i pour information. Voilà. Donc là, quand j'ai cliqué ici sur le petit i, l'application, l'API, donc Siret, m'a retrouvé toutes les sociétés qui, dans leur raison sociale, avaient les caractères que j'ai saisis. Je vois ici que ma société a 3 établissements. Moi, je travaille par exemple avec l'établissement de Pont-de-la-Baume. Donc là, lorsque je fais OK, je récupère instantanément toutes les informations sur le tiers, à savoir son adresse, en sachant que le pays est également un champ obligatoire, et j'ai récupéré ici le SIRET de l'entreprise. Je pourrais cliquer ici pour récupérer l'identifiant de TVA. Alors, je vous l'ai dit, de nouveaux champs au niveau des fiches tiers qui sont regroupés ici dans une entrée qui s'appelle facture électronique. Et là, en fait, il y a des informations qui vont être obligatoires. Cette société est-elle assujettie à la TVA? Est-elle un particulier, un non assujetti? Donc ces informations sont essentielles parce que, bien évidemment, quand vous serez en GESCOM pour faire une facture à ce client, au moment d'envoyer la facture, vous n'aurez pas à vous poser la question, alors ça, c'est une entreprise qui est en France, qui est assujettie à la TVA, je dois faire une facture électronique. Là, c'est un particulier, je dois continuer de faire une facture PDF. Donc là, c'est parce que vous aurez bien complété vos fiches tiers que le format de la facture sera automatiquement identifié. Avec ici d'autres informations qu'il va être obligatoire de renseigner. Alors, lorsqu'on sera sur la liste ici, parce qu'on a cette option, on saura instantanément les clients pour lesquels on peut émettre en toute sécurité des factures électroniques. Vous voyez, j'ai créé mon client AGL Building. Il est bien coché statut facture électronique en vert. Donc là, bah, c'est que toutes les informations obligatoires dans la fiche du client ont bien été renseignées. J'en ai d'autres, ça peut être des fournisseurs, qui sont en rouge. Et lorsque j'ai une information qui dysfonctionne, ici, en fait, euh, la colonne motif facture électronique m'indique en fait pourquoi le client ou le fournisseur n'est pas OK. Donc là, bah, par exemple, le SIRET n'a pas été renseigné. Voilà. Donc ici, c'est très visuel. Euh, D'un seul coup d'œil, je vais savoir ce qui est OK. Alors, l'assistant de mise en conformité, donc là, vous avez des liens sur des documentations, vous permet de contrôler les paramétrages société
et vous permet également de contrôler les incohérences sur vos fiches de tiers, hein, donc vous pouvez le faire en plusieurs fois, en une seule fois, et vous permettrez, pourquoi pas, de mettre à jour les tiers qui sont non mouvementés. Si vous sélectionnez le contrôle de cohérence sur les tiers actifs, vous pouvez dire, ben, si je suis utilisateur depuis très longtemps des solutions, peut-être que j'ai des clients qui ne sont pas mouvementés depuis plusieurs années. Donc là, je peux dire, bah, je contrôle à partir de telle date de facturation. Ça, c'est facultatif. Et lorsque je clique ici, j'arrive cette fois-ci sur tous les tiers qui posent problème. Voilà, par exemple, ici, on me dit que le pays du tiers est obligatoire. Et lorsque je double-clique ici sur la fiche, sur la ligne, j'arrive directement dans la fiche tiers sur le champ que je dois compléter. Et on pourra même, grâce à cet assistant, modifier en masse les tiers. Donc, on pourra affecter des pays en masse, requalifier le type d'assujettissement et calculer également l'autre identifiant. Donc, ça, ce sont pour vos tiers qui sont des sociétés étrangères. On a un identifiant supplémentaire. Et dès qu'on aura accès à l'annuaire, au portail public de facturation, puisqu'on pourra y accéder depuis l'application, on ira encore plus loin au niveau du pré-remplissage des fiches de tiers. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce module. Alors, euh, autre nouveauté liée à la facture électronique, qui n'est pas forcément une nouveauté, mais qui va devenir une obligation. Donc, vous savez que dans cette champ comptabilité, on peut paramétrer les registres de taxes. Donc, les registres de taxes, aujourd'hui, servent essentiellement pour faciliter les déclarations de TVA. Donc, demain, ces registres de taxes, on va également les utiliser pour générer les flux e-reporting dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il est impératif que les registres de taxes soient correctement paramétrés au niveau de vos dossiers. Et ça, vous pouvez le faire dès à présent. Alors, ici, vous avez un petit tableau, je ne vais pas forcément tout vous détailler, mais on retrouve les fonctions qu'on a si on n'a que la V11 et on retrouve ce que va vous apporter en plus l'option SDCC. Alors, ici, notamment, l'option SDCC vous permettra d'imputer automatiquement, via des modèles de saisie, les factures réceptionnées au niveau des applications. Voilà, donc tout à l'heure, c'était manuel. L'option SDCC vous permet de l'alimenter automatiquement. Vous permet d'alimenter automatiquement, par exemple, les charges et produits à régulariser. Alors, sur ce tableau, hein, vous allez le recevoir. En caractère gras, c'est tout ce qui est déjà disponible et avec l'astérix, c'est tout ce qui va arriver quand on sera notamment connecté au portail public de facturation et quand on sera en production pour la réception et l'envoi des factures. Alors, un autre outil qui peut vous être d'une grande utilité, pardon, c'est Sage Automatisation Comptable. Donc, Sage Automatisation Comptable, c'est une solution que l'on peut ajouter à ces solutions Sage et qui permet en fait d'imputer automatiquement les factures en comptabilité. Alors, c'est une solution de démat, donc dans laquelle je vais réceptionner l'ensemble de mes factures fournisseurs et je peux même, avec cette application, associer automatiquement ces factures fournisseurs au bon de commande ou au bon de livraison de la gestion commerciale. Et côté gestion commerciale, transformer les documents. Alors, ici, euh, petite précision sur ce que vous apporte Sage Automatisation Comptable versus j'ai la V11 avec SDCC par exemple. Donc là, quand on sera côté compta et GESCOM, on aura bien une bannette, je vous l'ai dit, qui permettra de réceptionner les factures fournisseurs. Par contre, dans cette bannette, on n'aura que les factures électroniques. Si je rajoute Sage Automatisation Comptable, je vais, avec cette application, ce qui est le cas aujourd'hui, réceptionner en fait toutes mes factures. Parce que, par exemple, si vous avez des fournisseurs étrangers,
eux, ils vont pas vous envoyer des factures électroniques, hein. Ils vont continuer de vous envoyer des factures par courrier, par mail ou des factures à réceptionner sur un portail. Donc ici, avec ACS, on aura bien un point d'entrée unique pour l'ensemble des factures. Alors, quand on traite les factures directement dans la compta ou la GESCOM, on peut, si on a l'option SDCC, je vous l'ai dit, générer les écritures comptables et analytiques automatiquement. Mais par contre, là, on a une restriction qui est le pied de facture. On n'est pas en capacité avec que la compta ou la GESCOM de détailler les lignes. Alors, ce que va vous apporter en plus ACS, c'est une automatisation totale avec un détail à la ligne. Donc là, on pourra dire si dans la ligne d'article, je trouve le mot bague en or, alors c'est tel compte comptable, telle ventilation analytique. Hein, donc ici, on ne traitera pas que le pied de facture, mais on traitera bien toutes les lignes de la facture. Donc là, on monte en puissance quant à l'automatisation de comptabilisation des factures. Et puis cette solution vous permet de gérer des workflows de validation des factures pour apposer le bon à payer sur les factures, très utile dans moyen de paiement. Et puis cette fonction propose un archivage à valeur probante pendant 10 ans de vos factures avec un très bon outil de recherche qui vous permet de récupérer vos factures. Alors, un dernier tableau où vous avez ici ce que vous apporte Sage Automatisation Comptable versus j'ai la Sage 100 et l'option SDCC. Voilà, je ne redétaille pas, mais ici, mapping des données à la ligne, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, en synthèse, donc ici, il ne faut pas voir la réforme comme étant uniquement une contrainte pour vous. Il y a des bénéfices à la facture électronique, des bénéfices en termes d'économie de temps, hein. Donc ici, on va avoir des gains de temps en productivité. Il y aura moins d'erreurs, moins de tâches administratives, hein. Il y aura beaucoup plus d'automatisme. Et donc, au final, une réduction des coûts de traitement et une réduction des délais de paiement, hein. Je vous l'ai expliqué, notamment avec les informations de statut. Fiabiliser, sécuriser et optimiser, hein. Donc là, on a une connexion à votre plateforme automatique dans la solution. Voilà, donc suivi et partage des informations. Et puis donc connaissance en temps réel du statut des factures. Et puis des traitements plus ou moins automatisés, hein. Donc ici, en fonction des options que vous allez retenir. Alors, Guillaume, je vais te laisser la parole Oui, pour votre merci, accompagnement. merci André pour vous accompagner. Bien entendu, les équipes ISOCI, elles sont à vos côtés, nos services consulting, nos équipes avant-vente. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de bien cartographier aujourd'hui son schéma, c'est-à-dire d'où viennent vos factures, qui sont vos fournisseurs et qui sont vos clients. Et à partir de là, mettre en place tout le processus pour arriver à déployer la facture électronique au sein de votre entreprise. Alors la première étape, comme le disait André, c'est bien sûr de mettre en place la version 11 et ensuite de paramétrer le module SDCC, de faire un diagnostic sur vos fiches tiers à l'aide de ce module-là et de mettre à jour ce module et vos fiches tiers. Il est aussi préconisé de mettre en place un outil d'automatisation comptable pour automatiser le flux à son maximum et aussi mettre en place un processus de validation dématérialisé de vos factures d'achat. L'ensemble des champs aussi seront paramétrés, que ce soit en gestion commerciale ou en comptabilité, ainsi que les registres de taxes, comme on le disait, qui vont être aujourd'hui un outil essentiel du flux e-reporting et de l'envoi tous les mois de ce flux-là. Bien sûr, il va falloir mettre en place aussi de la formation des utilisateurs sur ce nouveau process, sachant que la réforme va arriver pour 2026. Les PDP seront opérationnels sûrement sur la fin de l'année. Euh, il est temps aujourd'hui de mettre en place tous ces éléments-là. Les PDP, André, d'ailleurs, c'est sur quelle période on pourra commencer à faire les premiers tests? Alors, donc là, nous, la V11 permet de faire des tests déjà en mode entre guillemets confidentiel pour vous, partenaires. Je pense que dès qu'on aura accès au Alors pour les portail clients public, plutôt.
Parce que nous, on les a déjà fait, Alors, mais oui, vous c'est fait, mais là, j'ai pas en fait, on attend un petit peu et l'information, on l'a pas forcément, quand est-ce qu'on aura accès au portail public de facturation et je pense que dès qu'on aura accès au portail ou peut-être même avant, on va pouvoir commencer les premiers tests, en réel au niveau des enfin pas en réel, en test justement au niveau des clients. Donc je pense que d'ici, peut-être le mois de juin, peut-être même avant, mm. les premiers clients pourront commencer les tests. Sur le second semestre, on pourra commencer les tests au sein de vos entreprises déjà à dématérialiser l'ensemble du flux jusqu'au PDP. Voilà, la période de test peut être importante, hein, pour s'approprier en fait, les nouveaux process. Ça fait pour une mise en application pour 2026. C'est ça. Puisque là, il faudra être prêt à réceptionner au moins dans un premier temps. Tout à fait. OK, donc là, comme tout à l'heure sur la première partie, donc vous aurez des liens utiles. Il y a le blog Sage. Il y a une foire aux questions qui est sur le site, impôts.gouv, qui est très fournie, très intéressante et également, vous avez donc un document, fourni par, le gouvernement sur les cas d'usage, hein. Donc ça, c'est un peu tous les cas particuliers, que peuvent rencontrer les entreprises. Donc je crois qu'il y a 36 cas qui ont été répertoriés et qui sont décryptés, au niveau de ce document. Alors, des cas particuliers, il y en a quasiment dans toutes les entreprises. C'est ça. Donc c'est pour ça aussi que nos équipes consulting soient à vos côtés pour traiter et trouver des solutions sur ces cas particuliers. C'est ça. Donc là, il est urgent de les identifier de manière à anticiper la mise en place.